Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va aller faire un petit tour du côté de l'actu. On a déjà l'histoire du leak chez Microsoft qui est plutôt intéressant à observer sur certains sujets du côté hardware. On a également quelques petites infos du côté de chez Intel, du côté processeur, et aussi du côté des cartes graphiques intégrées au processeur, et puis quelques autres trucs. Bref, allons-y, c'est parti. Et donc on commence du côté de chez Intel. Alors la semaine dernière on a eu les Intel Innovation Days. D'habitude c'est là qu'ils présentent un petit peu les dernières nouveautés et ce qu'il risque de se passer dans l'année qui vient. Bon, cette année on n'a pas eu de présentation de la génération 14. Peut-être parce que c'est pas assez innovant, très probablement. Puisque de toute façon on sait que la génération 14 c'est juste un refresh de la génération 13. Par contre, Intel a parlé un petit peu plus de Meteor Lake. Meteor Lake, à la base, ça aurait dû être la génération 14 sur PC. Mais bon, de ce qu'on a entendu dire, au niveau des rumeurs, donc c'est toujours à prendre avec des pincettes, mais c'est plus du côté du process de fabrication que ça a coincé un petit peu, et Intel n'avait pas réussi à avoir quelque chose qui soit vraiment très intéressant pour les PC de bureau, et même là, Meteor Lake pour les PC portables du coup, qui va lui sortir. Ça sort un petit peu plus tard que ce qui était prévu à la base. Alors pour ceux qui ont observé cette présentation de chez Intel, dans l'ensemble, il y avait un gros focus du côté de l'intelligence artificielle, un petit peu comme chez tous les constructeurs actuellement, et du coup Meteor Lake est un petit peu au milieu de tout ça, puisque c'est un des premiers processeurs de chez Intel, où il y a un NPU, où c'est un accélérateur pour l'intelligence artificielle au sein du processeur lui-même. En ce qui concerne Meteor Lake, eh bien, ce sera gravé sur le process Intel 4, là où par exemple à l'heure actuelle, Raptor Lake c'est sur le Intel 10, donc c'est un process de fabrication beaucoup plus avancé, et une des grosses nouveautés du coup pour Meteor Lake, ce sera l'efficacité énergétique qui devrait consommer beaucoup moins que Raptor Lake actuellement, ou que les anciennes puces pour PC portables. Alors c'est un petit peu dommage du coup que ça sorte pas sur PC fixe, puisque même si on n'avait pas gagné forcément grand chose du côté des performances, et encore je pense que du côté du monothread, enfin du single thread, il y avait des gains à attendre du côté de Meteor Lake par rapport à Raptor Lake, mais je pense que c'est plus du côté du multithreading, des performances en multicore, que là ça aurait peut-être coincé un petit peu. Puisqu'une des rumeurs qu'on avait eues à un certain moment, c'est qu'Intel s'arrêterait par exemple au i7 et ne serait pas allé jusqu'au i9, puisque du coup ce serait pas concurrentiel par rapport à ce qui est déjà sur le marché. Et c'est vrai que c'est un petit peu triste dans l'ensemble, puisque je pense que ça aurait pu intéresser beaucoup de monde. Un nouveau processeur de chez Intel sur une nouvelle architecture, qui consomme beaucoup moins, même avec des performances relativement similaires à la génération 13 actuelle. Et pourquoi pas un petit boost du côté du single thread en gaming, ça aurait été plutôt bénéfique. Mais bon, bref, en dehors de ça, c'est vrai qu'Intel n'a pas non plus énormément communiqué sur les performances à attendre de Meteor Lake, ils ont surtout communiqué sur la partie graphique et sur l'efficacité énergétique, comme on le voit là. Et c'est vrai qu'en dehors de ça, Intel a surtout mis l'accent sur les capacités intelligence artificielle de la puce. Et ce qui est un petit peu dommage, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de chiffres d'amélioration de l'IPC, par exemple, ou ce genre de truc qui nous permet d'estimer un petit peu où se situerait ce processeur-là. Par contre, on a eu un petit peu plus d'infos du côté de la partie graphique pour ce Meteor Lake, et là c'est un petit peu plus intéressant je trouve, puisque pour la partie graphique intégrée, alors ça se repose sur Intel Arc, forcément, mais ce qui est intéressant aussi c'est qu'au niveau des specs, ça ressemble un petit peu, au niveau du nombre de compute units par exemple, à l'A380, qui est sorti sur PC de bureau lui. À 380, pour rappel, on est plus ou moins au niveau de performance des RX 580 ou GTX 1060 d'NVIDIA. Et c'est vrai que pour une puce intégrée, c'est pas si mal que ça. Et c'est vrai que comme le montre Intel ici, par rapport à la puce intégrée de Raptor Lake, on peut attendre des gains de performance significatifs, ce qui est toujours plutôt bon à prendre, pour une consommation relativement correcte. Donc est-ce que ça va se rapprocher vraiment de la 380, ou est-ce qu'il y aura des limitations du côté de la consommation qui font que cette nouvelle puce intégrée soit un petit peu moins performante? Après on sait aussi que les iGPU, les performances varient aussi énormément, enfin l'impact c'est surtout du côté de la bande passante mémoire. Là on est sur de la DDR5 à l'heure actuelle. Bon, on sait pas trop ce que ça va donner, mais c'est vrai que ça pourrait, je dirais, rattraper un petit peu le retard qu'Intel avait de ce côté-là par rapport à AMD, qui du côté des APU avait un avantage certain depuis un bon moment maintenant. Et bien là, ça permettrait peut-être à Intel de revenir dans la course. Donc bref, en dehors de ça, la conférence elle-même, pour les joueurs, je dirais que c'était pas très intéressant. On attendra d'en savoir plus pour Meteor Lake, et on attend aussi d'avoir la présentation officielle de la génération 14, qui doit arriver dans pas très longtemps, puisque le lancement, c'est censé être au mois d'octobre. Donc on devrait avoir des nouvelles assez rapidement, tout du moins on l'espère, principalement du côté des prix. Petit détour ensuite du côté des GPU chinois. Souvenez-vous, Morse Thread, c'est un fabricant de GPU en provenance de Chine, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, et c'est intéressant à suivre, puisque bon, ils ont sorti leur second GPU ici il me semble,
Et de ce qu'on avait vu jusqu'ici, bon, du côté des drivers, c'était quand même très très compliqué, mais ça continue d'évoluer, et apparemment ils ont sorti un nouveau driver dernièrement, qui améliore quand même pas mal les performances sur certains titres. Alors après, on est quand même très très loin, par exemple, de ce qu'a pu accomplir Intel jusqu'ici, ce qui montre tout de même que pour une première génération, Intel a quand même fait du plutôt bon boulot dans l'ensemble, même si c'est très perfectible, même si c'est pas encore parfait. C'est une première marche qui a été franchie, et dans l'ensemble, bon, c'est déjà beaucoup mieux que ce que c'était à sa sortie. Là, pour Morse Thread, ils partent d'encore plus loin, et ça a l'air quand même très très compliqué, mais ça avance, donc c'est plutôt encourageant. Là, il y a eu des beaux gains de performance, par exemple, il me semble que c'était sur le CryEngine, ils ont augmenté les performances d'environ 40%, là c'est sur Valorant, enfin bref. Ouais, CryEngine, 40% de performance en plus, donc bon, c'est plutôt cool, même si c'est vraiment pas prêt de sortir, je dirais en Europe et aux États-Unis par exemple. Mais c'est vrai qu'un autre concurrent de plus ou moins à long terme, ça serait toujours bienvenu. Petit détour du côté de chez Valve avec le Steam Deck. On parle potentiellement d'un Steam Deck 2. Et apparemment, bon, selon un article de The Verge qui a interviewé un des membres de chez Valve, eh bien apparemment le Steam Deck 2 serait pas prévu avant 2025 voire 2026, puisque selon Valve, le but d'un Steam Deck 2, ce serait d'offrir un upgrade significatif par rapport au premier. Ce qui peut tout à fait s'entendre, puisque sortir un nouveau Steam Deck maintenant, ça changerait pas forcément énormément, même si ça pourrait très probablement proposer des performances légèrement supérieures, mais pas assez importantes pour valoir le coup par rapport au Steam Deck actuel. Donc bref, ce qui ressort surtout ici, c'est que Valve attend ni plus ni moins que des nouvelles générations d'APU chez AMD, probablement, puisque là, bon, il y a eu des mises à jour avec les Z1, je sais plus, genre de trucs, qui sont disponibles sur la ROG Ally, il me semble, qui sont certes plus performantes, mais pas tant que ça. Donc à un moment, Valve attend un gap un petit peu plus important, ce qui est plutôt logique. Autre gros morceau du côté de l'actu, bon j'en avais pas parlé la dernière fois puisque ça venait un petit peu de sortir et j'attendais de voir un petit peu ce qui allait se passer, du côté de chez Unity. Alors Unity, c'est un petit peu un moteur concurrent de l'Unreal Engine, c'est un moteur très utilisé du côté des indépendants, et c'est vrai que Unity avait proposé une nouvelle grille tarifaire pour 2024, et le gros problème dans celle-ci, eh bien c'est que Unity allait comptabiliser le nombre d'installations d'un jeu, alors on sait pas trop comment, pour facturer le nombre d'installations aux développeurs ou aux distributeurs, c'était pas très très clair de ce côté-là, ce qui a du coup provoqué une levée de bouclier absolument démentielle du côté des développeurs, fort logiquement, puisque ça posait beaucoup de questions et beaucoup de problèmes potentiels, déjà sur comment ils calculaient tout ça. Qu'en est-il des pirates qui installent un jeu piraté? On pouvait aussi imaginer certains qui installeraient, réinstalleraient le jeu pour plomber les finances d'un éditeur, ce genre de truc. Enfin, ça crée vraiment tout un tas de problèmes potentiels, même du côté des freeware et compagnie. Donc c'était grosso modo pas vraiment tenable. Et c'est vrai que la grogne était tellement forte, les développeurs n'avaient pas du tout relâché la pression. Bon, là, Unity maintenant a fait plus ou moins machine arrière, ce qui est plutôt logique, puisque personnellement, je vois pas comment ça aurait pu tenir en l'état, il se serait complètement ruiné, et de toute façon même là, je pense que Unity s'est tiré une balle dans le pied à moyen long terme aussi, puisque du coup la confiance du côté des développeurs, elle a pris un coup dans le casque quand même, et je pense que par la suite ça va quand même être compliqué pour Unity de maintenir une bonne image, et de ne pas enlever ce doute qui restera permanent du côté des développeurs, donc on verra bien comment ça évolue par la suite. Là ce qui a été annoncé, en gros, c'est Unity. Ils vont adopter plus ou moins un modèle similaire à l'Unreal Engine. Pour rappel, l'Unreal Engine, pour les développeurs, en gros, c'est gratuit jusqu'à ce que le développeur encaisse $1 million, il me semble, de profit avec le jeu. Et ensuite, c'est partagé avec 5% pour Epic. Et bien là, pour Unity, ce serait le même schéma, sauf que ce serait un petit peu moins cher, ce serait 2,5%. Alors après, là, je simplifie au maximum, il y a quelques autres détails dans les petites lignes et tout ça, mais bon, dans les grandes lignes, c'est un modèle un petit peu plus similaire à ce que propose Epic, un petit peu moins cher, pour essayer de garder un avantage, même si là, je suis pas très sûr que ça se passera bien pour Unity sur le long terme, mais on verra bien, puisqu'il y a d'autres moteurs qui ont du coup bénéficié de cette mauvaise pub pour Unity, pour se mettre en avant. On verra bien ce qui se passe par la suite. Et avant de passer du côté de la fuite chez Microsoft, eh bien cette semaine on a aussi eu des infos du côté de l'acquisition d'Activision Blizzard pour Microsoft, avec la CMA qui bloquait un petit peu toujours. La CMA, c'est l'autorité anglaise, qui bloquait principalement du côté du cloud, il me semble. Bon, ça semble être en progrès, et à mon avis, ça devrait pas tarder à être approuvé.
Et en parallèle de ça, on a eu beaucoup de fuites la semaine dernière du côté de chez Xbox, avec des mails en provenance de Phil Spencer et compagnie. Dans l'ensemble, c'est plutôt une catastrophe côté médiatique que je trouve pour Microsoft, puisqu'il y a certains mails qui sont passés qui ne sont pas vraiment à leur avantage, particulièrement pour Phil Spencer, où on apprend par exemple que Microsoft a un petit peu la fièvre acheteuse, quelque part, puisqu'ils discutent en interne de rachat possible de Nintendo à plus ou moins long terme. Ils aimeraient aussi, pourquoi pas, mettre la main sur Valve par exemple. Donc il y a beaucoup de choses de ce côté-là. Personnellement, après le rachat d'Activision Blizzard, je ne suis pas persuadé que les autorités américaines et ailleurs dans le monde valident par exemple un rachat de Nintendo. À mon avis, ce serait totalement impensable en l'état, puisque déjà là, ça a été compliqué pour le rachat d'Activision Blizzard. Donc si Microsoft continuait à racheter encore d'autres gros morceaux de l'industrie, ça aurait peu de chances de passer du côté concurrence. Alors après, on sait aussi que du côté de chez Nintendo, de toute façon, ils sont pas spécialement intéressés à être rachetés. Nintendo, c'est une boîte qui marche très bien, ils ont leur public, ils ont leur console qui se vend très bien, la Switch, ça a été un carton, leurs jeux se vendent toujours très bien, et même s'il y a moins, je dirais, de support des éditeurs tiers sur la Switch par rapport aux autres machines, ça a jamais empêché Nintendo de plutôt bien fonctionner. Alors après, reste à voir comment ça va se passer chez Nintendo pour la suite, puisque la Switch a très bien marché. C'est vrai que dernièrement, chez Nintendo, c'est un petit peu une console sur deux qui marche très bien. Est-ce que là, Nintendo va réussir à faire une doublette? On verra bien, puisqu'on se doute bien qu'il y a une Switch 2 qui va arriver dans plus trop longtemps. Sinon, au niveau des fuites, alors ce qu'on a vu passer, c'est des refresh de la Xbox Series X, comme on le voit ici. Bon, une forme différente, au lieu d'un rectangle, là c'est un cylindre. Pourquoi pas? Personnellement, je trouve pas ça très joli, on dirait une box internet, encore une fois. Pas grand chose de nouveau, si ce n'est le retrait du lecteur Blu-ray, ce qui n'est pas vraiment très bien vu, puisque bon, le adorablement tout digital, je pense que ça fera pas plaisir à grand monde. Je pense que c'est une erreur, à part s'il y a un lecteur externe par exemple. On a aussi vu passer un refresh de la Series S qui ressemble énormément à la Series S actuelle, mais avec du stockage en plus. Ce qui me fait un petit peu me poser des questions vis-à-vis de la Series S Black, qui avait été annoncée il n'y a pas très longtemps, qui était la même mais en noir, mais qui était plus chère. Là, Microsoft avait dit que ça resterait au même prix, avec 1 Tera. Alors du coup, pourquoi la Black est plus chère, on ne sait pas trop. Alors après, Microsoft, pour les deux refresh, annonce une amélioration de l'efficacité énergétique, tout simplement parce qu'on aurait une évolution du côté du process de fabrication, en passant du 7N de chez TSMC au 6N, qui est une légère évolution de celui-ci, qui permettrait des gains d'environ 15-20% du côté de l'efficacité énergétique. Bon, c'est plus ou moins ce à quoi on peut s'attendre avec un die shrink de ce type-là. Par contre, c'est un petit peu plus dommage, c'est qu'il n'y aurait pas de baisse de prix au niveau du tarif officiel, mais on aurait une augmentation du stockage uniquement pour les deux modèles, en passant à 1 Tera pour la série S et à 2 Tera pour la série X. Alors que d'ordinaire, on aime bien avoir une petite baisse de prix. Alors après, peut-être que ça voudrait dire une baisse de prix sur les modèles actuels, on verra bien. Après, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que toutes ces fuites-là, ça date un petit peu. Ça a pu changer depuis également, surtout pour ce qui va arriver ensuite, même s'il y a certainement des trucs qui vont vraiment sortir. On en a appris un petit peu plus aussi sur les plans possibles futurs du côté Xbox. Et ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est comme on le voit ici, c'est qu'il y a des pistes d'amélioration au niveau de l'architecture, puisque Microsoft considérait soit passer sur une puce ARM 64 plutôt que le X64 actuel. Que ce soit Microsoft ou Sony, ils utilisent des APU de chez AMD. Là, on parle de Zen 6, ce qui est un petit peu étrange, puisqu'on parle de 2028, d'ici 2028, Zen 6. Alors, je ne sais pas si ce sera la génération actuelle ou si on sera déjà passé à Zen 7 par exemple, puisque Zen 5 lui doit arriver l'année prochaine. Enfin bref, ça paraît assez loin pour du Zen 6, même si la plupart du temps sur console, on est avec un train de retard par rapport au PC. On parle aussi de potentiel gros corps, petit corps, un petit peu à l'instar de ce qui se fait déjà sur PC, du côté de chez Intel, mais c'est vrai qu'on sait que ça va arriver aussi du côté de chez AMD. Mais bon, du côté processeur, c'est vrai qu'un basculement du côté de ARM, ce serait vraiment différent, pour le coup, par rapport à ce qu'on a actuellement. Et si Microsoft décide de passer sur ARM du côté processeur, est-ce que ça veut dire qu'il resterait du côté de chez AMD, du côté du GPU? Alors là, de ce qu'ils disent ici, côté GPU, il parle soit de faire un GPU avec licence AMD, soit une IP de chez AMD, donc Navi 5, donc ce serait RDNA 5. Donc du côté graphique, ça devrait rester chez AMD. Pour moi, ça serait beaucoup plus logique pour Microsoft de continuer avec AMD, à la fois du côté processeur et carte graphique, plutôt que de partir chez ARM. En plus, c'est plus simple pour la rétrocompatibilité, ce genre de truc.
Donc bref, pour moi, il n'y a pas vraiment de grosse raison pour Microsoft de partir ailleurs. Or, changement de vision pour avoir un truc différent. Il n'y a rien qui empêche Microsoft non plus de partir chez Nvidia par exemple, même si c'est peu probable en l'état. On nous parle aussi de NPU, donc de Neural Processing Unit, donc probablement des instructions ou une partie de la puce dédiée à l'intelligence artificielle. C'est assez tendance, on sait que du côté de chez AMD ça devrait arriver également, on devrait avoir des accélérateurs du côté intelligence artificielle. Il y avait eu un premier pas sur RDNA 3, même si c'est pas vraiment hyper exploité pour l'instant, mais on sait aussi que ça va arriver du côté processeur chez AMD. Et de ce qu'on a entendu dire jusqu'ici, RDNA 5 devrait avoir un focus beaucoup plus important du côté ray tracing et intelligence artificielle, donc peut-être quelque chose de plus proche de ce que propose Nvidia à l'heure actuelle, où pour l'instant RDNA 3 par exemple a une approche très différente de ce que propose Nvidia et même Intel. Alors ça parle aussi de nouvelle génération pour le ray tracing de DirectX, Global Illumination, Micro Polygon Rendering Optimization, ça pour l'instant ça n'existe pas vraiment sur PC il me semble. Machine Learning Based Super Resolution, donc ça c'est de l'upscaling à base de Machine Learning, donc type DLSS ou XeSS. Là où le FSR actuellement, c'est juste un algorithme, et bien là, comme il y aurait des capacités machine learning sur la puce, ça serait plutôt logique de partir sur un upscaler avec une meilleure qualité d'image, puisqu'on le sait à l'heure actuelle, un des problèmes du FSR, c'est qu'au niveau qualité d'image, c'est un ton en dessous de ce que proposent les upscalers des concurrents qui, eux, sont basés sur le machine learning. Et c'est vrai qu'on a aussi un autre slide qui détaille un petit peu plus tout ce qui est intelligence artificielle et machine learning, donc ce serait vraiment un focus pour cette nouvelle génération, avec le Super Resolution, donc de l'upscaling, du framerate interpolation, du frame generation, donc du xCloud Latency Compensation. Ça c'est un petit peu comme ce qu'NVIDIA a fait du côté du GeForce Now, avec une amélioration de la latence pour baisser justement cette latence, puisque c'est une des faiblesses du cloud à l'heure actuelle, et sur le xCloud particulièrement, c'est que la latence est quand même beaucoup plus élevée que sur le GeForce Now par exemple. Mais bref, c'est vrai que du côté des technologies pour la partie graphique, du côté intelligence artificielle, c'est beaucoup de technologies qui ont été un petit peu amenés par Nvidia. Alors on sait qu'AMD essaye à chaque fois de proposer un équivalent à un moment ou à un autre, un petit peu plus tard. C'est vrai que là, le Super Resolution avec intelligence artificielle, c'est un équivalent du DLSS, et l'interpolation, là ce serait le FSR 3. On sait qu'AMD, ça devrait plus tarder à arriver sur PC, il y a de fortes chances que ça débarque sur console aussi, mais c'est pas sur base, je dirais, de machine learning. Donc peut-être qu'AMD va opérer aussi un shift de ce côté-là avec les futures générations de cartes graphiques, ce qui moi me paraît plutôt logique. Alors après on avait aussi vu quelques slides ou quelques mails qui détaillaient un petit peu plus la stratégie de Microsoft pour la suite, et c'est vrai que le gros focus de Microsoft, plus que le hardware, c'est plus le software avec le Game Pass qui tente vraiment d'essayer d'imposer le plus possible. Et c'est vrai que de ce côté-là, je trouve que la stratégie de Microsoft jusqu'ici n'a pas été vraiment hyper payante, puisqu'ils ont racheté énormément de studios, et pour l'instant côté jeu, ça n'a pas été incroyable. Alors là, le lancement de Starfield a plutôt bien marché, même si je suis pas certain que ça a eu vraiment le succès que Microsoft espérait. Donc sur la longueur, c'est vrai que là, le soufflet Starfield est quand même pas mal retombé. On verra bien comment ça s'est passé sur les résultats de Microsoft d'ici la fin de l'année, très probablement, ou au début d'année prochaine. Mais c'est vrai que ça n'a pas l'air aussi fort que ce que Microsoft espérait. Et c'est vrai que l'idée de Microsoft, gérer la philosophie d'essayer de racheter le plus de boîtes possible jusqu'à ce que ça devienne rentable, ça paraît un petit peu suicidaire sur le long terme. Moi personnellement, je pense que Microsoft devrait plus se focaliser sur les studios qu'ils ont déjà acquis, d'essayer de faire en sorte que les jeux qui sortent soient vraiment très très bons, puisqu'il y a quand même eu pas mal de ratés. On se souvient de Redfall par exemple, qui était une catastrophe. C'est vrai qu'au niveau des jeux, depuis toutes ces acquisitions, ça n'a pas été incroyable. Donc faut vraiment que ce soit plus du côté software, du côté jeu, que Microsoft frappe un bon coup. Le plus intelligent à faire, ce serait de faire en sorte que les produits soient bons, avant d'essayer de racheter d'autres trucs. Et comme on parlait de Starfield juste avant, on a encore des modes qui sortent pour Starfield, avec un mode HD qui est déjà sorti, avec des améliorations au niveau des textures, et il y a quand même des améliorations plutôt sympathiques. Alors, ce mode pour Starfield, ça provient de gens qui avaient déjà fait des modes similaires pour The Witcher, par exemple. Donc ça a l'air plutôt convaincant dans l'ensemble, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Autre mode qui vient de sortir, et c'est plutôt rigolo ici, un des gros reproches qui avait été fait à Starfield, c'est qu'on pouvait pas prendre son vaisseau et de passer d'une planète à l'autre, puisque ça prenait tout simplement beaucoup trop de temps. Donc là,
un mode qui vient de sortir qui permet de le faire. En gros, ça accélère énormément la vitesse du vaisseau, puisque en fait c'était possible hein, de passer d'une planète à l'autre, mais c'était très très long. Donc là maintenant, au sein d'un même système solaire, on peut passer d'une planète à l'autre. Ils ont juste accéléré énormément la vitesse du vaisseau. Alors peut-être que pour Bethesda, hein, l'idée c'était de rendre la chose un petit peu plus réaliste, accélérer la vitesse du vaisseau. C'était un intermédiaire, je trouve, assez intéressant. Et là, du coup, il y a des modes qui permettent de le faire, et c'est plutôt cool. Enfin bref, je pense qu'on a fait un petit peu le tour du côté de l'actu pour cette semaine. Encore un grand merci hein, pour la vidéo de Cyberpunk, hein, puisqu'apparemment ça a plutôt bien fonctionné, ça vous a plu. Ça fait plaisir, hein, puisque c'est énormément de taf ce type de vidéo. Du coup, il y a beaucoup de jeux qui vont sortir hein, pour cette fin d'année, donc je vais faire d'autres vidéos du genre, puisque de toute façon du côté hardware c'est relativement calme, hein, on n'attend pas grand chose de nouveau, en dehors de la génération 14 Intel qui de toute façon ne devrait pas proposer grand chose de nouveau non plus. Et puis comme d'habitude, si vous voulez donner de la force à la chaîne, n'hésitez pas à faire des trucs pénibles de YouTube, et également tout ce qui est page Ko-fi et tout ça, ça m'aide vraiment énormément. Donc merci à tous ceux qui participent, et puis du coup on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Je devrais avoir le test de la 7700 XT qui devrait sortir pour la prochaine vidéo, donc dans quelques jours. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, salut!